Bonsoir à toutes et à tous. Nous nous retrouvons, comme chaque semaine, pour une nouvelle édition de votre émission Le Débrief, articulée autour d'un sujet d'actualité nationale et un autre sur l'actualité internationale. La semaine dernière, et fin d'année oblige, nous avions déroulé les événements marquants de la politique interne du Royaume. Cette semaine, ce sera le tour d'une rétrospective sur l'activité diplomatique du Maroc. Et en actualité internationale, nous ferons un retour sur la fin annoncée de l'organisation terroriste dite État islamique et les perspectives de la lutte antiterroriste en 2018. Au Maroc, une année 2017 donc, qui a vu le grand retour du Royaume en Afrique. Depuis, de l'Union africaine au dossier des migrations confié au Maroc, de la candidature à la CEDEAO au sommet Union africaine-Union européenne tenu en fin de mois dernier à Abidjan. Le Maroc est désormais présent et assume cette présence avec toutes ses compétences. Et pour mieux comprendre, avec du recul, cette année africaine du Maroc, plusieurs questions se posent et nous les poserons. Comment les choses se sont-elles faites? Qu'apporte le Maroc à son continent et qu'a-t-il gagné de son retour? Quelles inquiétudes peuvent naître de cette arrivée en force du Royaume sur fond de grandes mutations internationales? Avec nous, pour répondre à ces questions et pour expliquer les enjeux et les tenants et les aboutissants de ce retour du Maroc en Afrique, Abdeltif Bentehan, vous êtes diplomate de carrière, vous avez été directeur Afrique au ministère des Affaires étrangères et vous êtes actuellement consultant auprès de plusieurs chefs d'État du continent. Hicham Hafid, vous êtes enseignant-chercheur à l'Institut des études africaines, spécialisé en questions économiques africaines. Et Naïm Kamal, vous êtes journaliste depuis longtemps, on va dire, et vous êtes aujourd'hui éditorialiste, directeur et fondateur. C'est-à-dire une trentaine d'années, une quarantaine d'années. Plutôt 40. Plutôt 40, allons-y. Et vous êtes actuellement éditorialiste, directeur et fondateur du site d'information générale quid.ma. L'année diplomatique a commencé donc en force avec l'entrée du Maroc en fanfare à l'Union africaine, avec un discours qui reste encore dans toutes les mémoires du roi Mohamed VI devant les chefs d'État et de gouvernement. Je vous en lis un extrait. « Il est beau le jour où l'on rentre chez soi après une trop longue absence. Il est beau le jour où l'on porte son cœur vers le foyer aimé. L'Afrique est mon continent et ma maison. Il est l'heure de rentrer à la maison. Au moment où le Royaume compte parmi les nations africaines les plus développées et où une majorité de pays membres aspirent à notre retour, nous avons choisi de retrouver la famille, une famille que nous n'avions pas véritablement quittée. » Fin de citation. Naïm Kamal, à la fin d'une précédente émission, vous aviez dit ceci. Il va falloir peut-être penser à réfléchir, à expliquer aux Marocains plus sobrement les arrières de la politique africaine du Maroc ouais. Parce qu'il n'est pas toujours bien comprise. Voilà Naïm Kamal. Alors allez-y généreusement, expliquez ce que vous ressentez de ce retour du Maroc au sein de l'aréopage africain et au-delà de l'émotion qu'ont suscité les paroles royales, oui. Comment vous considérez, comment vous avez appréhendé donc ce retour en Afrique? Donc, moi ce que je voudrais dire, c'est que c'est la première fois que nous avons, depuis longtemps, une politique africaine d'ensemble, cohérente, et qui nous sort de notre zone de confort qui est l'Afrique francophone. Donc le roi est allé dans tous les sens, c'est-à-dire qu'il est allé vers cette zone de confort et il est allé également vers l'Afrique anglophone, il est allé vers l'Afrique de l'Est, il est allé vers l'Afrique australe et on essaie de mettre en place. Ce que je voulais dire la semaine dernière, et c'était je crois à la fin de l'émission, ça a été rapide, c'est que parfois, quand je vois les réseaux sociaux, et parfois quelques journaux les reprennent, et ils semblent dire que pourquoi cette orientation vers l'Afrique? C'est-à-dire qu'à un moment donné, par exemple, c'est juste un exemple, quand il y a une catastrophe naturelle ou qu'il y a un besoin quelque part en Afrique, que le Maroc se propose à apporter son aide ou fait des dons, on dit, écoutez, nous avons des problèmes ici et qu'il faudrait commencer d'abord par soi, que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Et à partir de là, je sens une certaine incompréhension. D'abord, on sait que le Maroc ne fait pas que donner, il prend. C'est ce credo que le roi a construit sa politique africaine. C'est gagnant-gagnant. C'est le fameux principe
de gagnant-gagnant. Donc cette politique n'est pas, c'est pour ça que je dis, n'est pas toujours comprise et qu'il faudrait régulièrement, par multiples canaux, par multiples voies, essayer de comprendre au Marocain que d'abord le Maroc est à la jonction de deux continents et qu'il devrait profiter de cette position pour pouvoir commercer, échanger, que ce soit économiquement, culturellement, socialement, politiquement, avec ces continents. Et que nous ne sommes pas demandeurs de la même manière que les autres ne sont pas demandeurs. Tout le monde a à y gagner. Et c'est cette politique que quand on va vers cette solidarité, quand on parle d'Afrique solidaire, et d'ailleurs c'est un précepte de l'islam très clair, c'est-à-dire que celui qui donne, celui qui n'en a pas beaucoup, qui donne de ce qu'il n'a pas, déjà, ou du peu qu'il a, c'est déjà mieux que celui qui, dans l'aisance et dans la richesse, se fait grand seigneur. Donc c'est essentiel à faire comprendre aux Marocains cette politique africaine du Maroc, que c'est géostratégique, que c'est géopolitique, que c'est dans l'intérêt du pays, économique, politique, social, culturel, d'y aller. Très bien, c'est le rôle des médias et c'est le rôle aussi des enseignants. C'est un travail qui doit être fait d'une manière plus globale. La société civile, c'est le rôle je voudrais, de l'administration. Je voudrais revenir aussi sur un point. Vous êtes diplomate et vous connaissez bien notre continent. Le 31 janvier, donc, était la consécration, était le retour du Maroc en Afrique. Mais comment ces choses sont faites? Ça ne s'est pas fait sur un coup de tête, très certainement. Et d'ailleurs, le roi Mohamed VI l'a très clairement dit, nous y avons réfléchi mûrement, et c'est à présent une évidence. Donc, comment se déroule, comment se décline un changement de politique comme ça? Si vous pouvez nous expliquer ça quand même brièvement, parce que je suppose que ça a pris des années pour le faire. Non, ça certainement pas. D'abord, il faudrait reconnaître que le Maroc a toujours été présent en Afrique subsaharienne, depuis fort longtemps. Le Maroc a joué un rôle extrêmement important pour les indépendances. Et le Maroc, une fois qu'il a quitté l'OUA, il est resté pendant longtemps à regarder et à être observateur. Il y avait deux écoles au Maroc, et surtout aux affaires étrangères. Il y avait l'école qui dit « Ah, nous, on continue sur les instructions que nous avait données feu Hassan II », et d'autres qui disaient « Non, il faut y aller ». Et il y avait plusieurs pays africains qui demandaient à ce que le Maroc, non pas revienne, mais intègre l'Union africaine. Il y avait plusieurs pays. Et il est vrai que parmi ces gens-là, j'étais l'un des éléments, alors directeur des affaires africaines. Et je voulais qu'on aille à l'Union africaine, et si on a des comptes à régler, on les règle à l'intérieur. Mais qu'il n'y ait pas la politique de la chaise vide ou laisser les autres faire ce qu'ils veulent. Et pour ça, je vais vous dire... Donc il y a eu un changement de doctrine diplomatique progressif et graduel. Exactement. Prise de conscience. Et puis, moi, je pense, alors, une fois que la politique a changé et que c'est venu de la plus haute autorité du royaume, bien entendu, même ceux qui ne voulaient pas y retourner, ils abondent dans ce sens. C'est très bien. C'est très bien. Les absents ont toujours tort. Et vous allez voir que dans l'avenir, dans un proche avenir, l'Union africaine va intégrer que les pays qui existent aux Nations Unies et pas ceux qui existent sur Internet. Et là, il y a un travail qui est fait par les affaires étrangères, par les lobbyistes, etc., pour avoir notre place. Et on l'a. À partir du moment où Sa Majesté a mis les pieds au sein de la grande salle à Addis Ababa, c'est le début d'un très grand travail. D'ailleurs, on remarque qu'il n'y a pas que les pays de la zone francophone, les pays de l'Afrique de l'Ouest qui ont poussé ça, ont poussé à l'adhésion du Maroc, mais l'ensemble des pays africains, à part peut-être quelques exceptions que nous connaissons bien. Pour cela, pardon. C'est juste, non, pour compléter, c'est que pendant longtemps, on a présenté l'Union africaine comme un bloc monolithique contre le Maroc, et on va, au nom de l'Union africaine, à l'ONU, dire voici la position de l'Union africaine. Or, l'adhésion du Maroc et la lettre du sommet de Rwanda, qui a été signée par plusieurs pays, c'est-à-dire a montré que la thèse algérienne et du Polisario n'avait qu'une poignée de pays, moins d'une dizaine, qui la soutenaient en réalité. Donc ça a fissuré, déjà, d'entrée de jeu, ça a fissuré ce monolithisme. Est-ce qu'on peut considérer justement, est-ce qu'on peut considérer ça comme un élément symbolique assez parlant, le fait que la demande d'adhésion ait été faite dans un pays qui ne soit pas un pays d'Afrique francophone, mais au Rwanda?
Non, c'est parce qu'il y avait la présidence. C'est parce qu'il y avait la présidence. Maintenant, je reviens. Vous dites que les pays lusophones, les pays hispanophones, tels que la Guinée équatoriale, et les anglophones ont été laissés de côté. C'est faux. Le Maroc a toujours joué un rôle. Ce qu'il y a, c'est qu'avant les années 60, tout se faisait discrètement. C'était les indépendances, c'était un petit peu la barbouzerie, il faut dire les choses telles qu'elles sont, mais on a toujours saisi ces pays. Le Mozambique, l'Angola, tous les pays lusophones. L'Afrique du Sud. Donc, Ils avaient ici leur représentation pour les indépendances. Aucun pays n'a été mis à l'écart. Le roi Hassan II Rahman avait fait du bon travail. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a le suivi. Et même jusqu'à aujourd'hui, vous allez me dire, les pays anglophones, francophones ou lusophones, je ne cesserai de le répéter, la présence officielle, étatique du Maroc, elle est défaillante. Le terme défaillant est un peu dur. Elle est inexistante. Moi, je surveille. C'est encore plus dur. Oui, je surveille, après la visite de Sa Majesté, combien de ministres ont effectué le voyage dans le cadre bilatéral dans les pays d'Afrique subsaharienne? 0. Combien d'entre eux ont invité leur homologue africain bilatéral? 0. Il me semble que les choses ne se font pas en un jour. Je suis désolé. D'abord, on ouvre la voie, ensuite on fait parce que maintenant... Ceci existe depuis maintenant 13 ans. Voilà, ce que moi je peux juger. Avant, c'était pire. Alors, vous avez dit qu'à la période des indépendances, bon, c'était effectivement une autre période. C'était la période de la barbouzerie, pour reprendre votre terme, mais c'était aussi une période éminemment politique. C'était les indépendances et l'ancrage. C'était pas une période de barbouzerie, c'était une période de militantisme. Il y avait et de combat pour les indépendances. Maintenant, avec l'Union africaine, les paradigmes ont changé avec l'Union africaine. On va essayer de parler en même temps. Alors, on peut considérer que l'Union africaine, depuis quelques années, s'oriente beaucoup plus sur l'économie et s'oriente beaucoup plus sur la création de richesses. Et à ce propos, justement, Hicham Hafid, vous êtes enseignant-chercheur et vous êtes spécialiste en économie. Reprenons encore une phrase du roi Mohamed VI le 31 janvier. Il fallait montrer combien le Maroc est indispensable à l'Afrique et combien l'Afrique est indispensable au Maroc. Pouvez-vous nous expliquer en quoi chacun est indispensable à l'autre? Très bien. Donc, ce qu'il faudrait garder à l'esprit, c'est que ce discours s'est prononcé dans un cadre, dans un contexte mondial et mondialisé, marqué par un ensemble de tendances lourdes et ruptures majeures, se traduisant par la révolution technologique, la transition énergétique et les changements climatiques. Donc, ces tendances lourdes et ruptures majeures sont en train de changer les mécanismes de création de richesses, de valeur et d'emploi. De plus, nous assistons aujourd'hui à l'exacerbation de la concurrence et à l'émergence de nouvelles puissances étrangères, à l'instar des BRICS, qui sont en train de changer ou de modifier les équilibres des pouvoirs économiques et politiques et renforcer par la suite leur coopération sud-sud. C'est dans ce contexte et conscient de la place de l'Afrique au sein de la situation de l'Afrique qui se trouve au carrefour de ces tendances et à la fois internes et externes, le Maroc a mis l'accent sur la coopération. Donc, aux yeux du roi Mohamed VI lors de son discours, il a mis l'accent sur la coopération afro-africaine. Je vais aller plus loin que la coopération sud-sud. Afro-africaine, c'est-à-dire une coopération née au sein de l'Afrique, élaborée entre les pays africains, destinée au développement de l'Afrique et qui met le citoyen africain au centre de toutes les préoccupations socio-économiques. C'est dans ce contexte que le discours a mis l'accent sur ce type de coopération, dans l'objectif essentiel de développement de l'Afrique, de faire de l'Afrique un continent prospère, dynamique et fortement connecté, et qu'il a insisté sur, je réponds à votre question, c'est que le renforcement de ce genre de coopération devient une condition sine qua non et indispensable pour tous les pays de l'Afrique, que ce soit le Maroc ou les autres pays africains, en vue de faire face à un ensemble, d'une panoplie de défis majeurs, communs, relatifs à la sécurité, et là je parle de la sécurité alimentaire, de la sécurisation de frontières, la sécurité humaine et ainsi de suite, relatifs également au développement parce que si on regarde aujourd'hui les statistiques fournies par les instances internationales, on s'aperçoit que le continent africain devient le second continent en termes de croissance économique depuis les 30 ans,
alors que cette croissance tirait principalement par l'exportation de matières premières. C'est une croissance extravertie. Donc, cette vision stratégique du roi Mohamed VI, c'est que convertir cette croissance, transformer cette croissance d'une croissance extravertie en une croissance inclusive, convertie en développement humain, c'est-à-dire qui consiste à améliorer les conditions de vie de la population. Et enfin, donc, cette vision afro-africaine a pour objectif essentiel de regarder la place, de renforcer la place de l'Afrique au sein sur la scène internationale, que ce soit sur le plan économique, par le biais de l'insertion, une meilleure insertion dans la chaîne de valeur mondiale, ou par le biais, sur le plan politique, par le renforcement de la marge de manœuvre de l'Afrique au moment des négociations au sein des instances internationales. Donc voilà la vision. C'est une coopération afro-africaine qui a pour objectif de faire face à un ensemble de défis relatifs à la sécurité, le développement humain et le renforcement de la place de l'Afrique sur la scène internationale. Alors, est-ce que les Africains, Hicham Hafid, est-ce que les Africains sont conscients des mutations qui existent dans les processus de création de richesse actuellement? Vous avez parlé d'une création de richesse, d'un développement, mais est-ce que ce développement inclut de nouveaux critères, sachant que les grandes puissances internationales économiques sont en train d'arriver en masse en Afrique? Est-ce qu'on ne risque pas, encore une fois, en Afrique, nous tous, de rater la marche du développement si on n'inclut pas cette donnée essentielle d'une création totalement différente avec ce qui se faisait avant? Est-ce qu'il y a cette composante de la réflexion au niveau de l'Afrique? Effectivement. Pourquoi? Parce que cette exacerbation de la concurrence et cette nouvelle arrivée massive des puissances avec différentes stratégies, on voit que les puissances classiques viennent avec des stratégies nord-sud conditionnées par certaines conditionnalités relatives à la bonne gouvernance et ainsi de suite. Les anciennes puissances, les nouvelles puissances viennent avec d'autres conditionnalités, donc pas d'ingérence dans les affaires de droits de l'homme et ainsi de suite. Donc l'Afrique se trouve au centre de toutes ces tendances, en raison de l'importance des ressources naturelles, en raison des dynamiques institutionnelles et en raison également de la prise de conscience de certains dirigeants africains quant à l'importance des réformes politiques et économiques. Donc la volonté, et je pense que cette nouvelle génération de dirigeants africains contribue en quelque sorte au développement de ce continent, d'autant plus qu'il y a le triptyque 3V. Donc, on a une volonté. Donc, les chefs de nation aujourd'hui ont une volonté politique, ont une vision, qui porte une vision, mais ce qu'il manque pour le développement de ce continent, c'est les valeurs, ou plutôt la confiance. Et il l'a souligné pas mal de fois dans le discours du roi, Sa Majesté le roi Mohamed VI, lors de son discours à Abidjan. Donc, l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique. Donc, ce qu'il manque, je pense que la vision est là, la volonté est là, mais ce qu'il manque, c'est les valeurs et la confiance. Alors, vous avez parlé des chefs d'État africains, justement. Abdelatif Bentehan, vous connaissez personnellement plusieurs chefs d'État africains. Peut-on dire que cette nouvelle génération de dirigeants africains qui sont élus démocratiquement ont pleinement conscience de ces contraintes de réforme que le monde leur impose, que les nouvelles conditions économiques leur imposent? Est-ce que cette nouvelle classe arrive avec cette conscience? Aujourd'hui, il y a une élection au Libéria d'ailleurs, donc il y a une nouvelle génération qui arrive. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ça? Oui, bien entendu. Enfin, les chefs d'État que j'avais visités quand j'étais directeur ou même récemment, ils sont parfaitement conscients d'abord d'une jeunesse. Le plus gros problème, c'est la jeunesse. Ensuite, c'est l'autosuffisance alimentaire et le développement. Ils ne comprennent pas parfois quand ils ont des taux de croissance de 8-9% et qu'on ne le voit pas. Mais à côté de ça, il y a des pressions. Il y a des pressions des pays, comme a dit mon camarade, des pays qui viennent pour faire des affaires en Afrique, et ils arrivent avec leurs grosses valises, soit des respects des droits de l'homme, soit certains respects, soit faire du copier-coller, comme en Europe, ou bien d'autres qui disent nous, ce n'est pas notre problème, nous on vient pour investir, pour tout acheter, etc., pour ne pas les citer, les Chinois. Mais il y a, à côté de ces chefs d'État, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ces gens-là, ils ont eu leur indépendance en même temps que nous. Regardez aujourd'hui, autour de vous, il y a des ingénieurs, il y a des polytechniciens, il y a des sociologues, mais eux aussi, ils ont ça. Et ces gens-là, maintenant, arrivent au pouvoir. Ces gens-là raisonnent comme nous, comme les Français et comme les Américains, etc. On peut plus leur mentir ou leur faire avaler des couleuvres. Et il y a une prise de conscience.
beaucoup plus pour un développement sud-sud que sud-sud qu'un développement nord-sud. Et je peux vous assurer qu'au niveau des chefs d'État et de l'intelligentsia politique en Afrique, les actes de Sa Majesté le Roi sont fortement appréciés. Et c'est pour ça que... Justement, Naïm Kazan, je voulais vous poser cette question avant que vous réagissiez à ça. C'est que maintenant, avec tout ce qui s'est dit, est-ce que vous pensez que le Maroc et les Marocains sont prêts à gérer cette présence active, empreinte de collaboration et de coordination? Et selon vous, quel rôle nous devons jouer, nous autres journalistes, dans les médias, pour passer ces messages encore mieux? Au niveau des Marocains, parce que nous avons constaté qu'il y a une forte communauté africaine subsaharienne qui est installée chez nous, il y a des relations qui sont ici, humaines, en plus économiques. Qu'est-ce qu'il faudrait de plus pour que les Marocains se préparent encore mieux? Oui. J'y reviens. Je voudrais juste ajouter une phrase à ce qu'a dit Sidhan. C'est Bedhan, pardon. J'ai ajouté une belle. C'est le footballeur, je pensais. C'est cette génération qui arrive au pouvoir, c'est ce que le souverain avait appelé dans son discours une génération de leaders décomplexés. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus ce complexe vis-à-vis de l'Occident. Bien sûr, j'aimerais dire que les changements de mentalité, ça prend du temps. On ne peut pas dire qu'on va bouleverser tout ce qui est existant, préexistant, du jour au lendemain. Il va falloir faire du travail en profondeur et investir. Et c'est dans ce sens que j'aimerais aussi corriger une autre erreur, à mon sens. On ne peut pas dire que le Maroc, depuis son retour à l'Union africaine et bien avant, n'a rien fait qu'il n'y a pas eu de ministres africains qui sont venus au Maroc ou qu'il n'y a pas de ministres marocains qui sont partis en direction de l'Afrique. En conséquence, l'action du Maroc est défaillante, sinon inexistante. Ce n'est pas vrai. D'abord parce que c'est un dossier, on le sait, qui est entre les mains du roi et que le roi a continué à se déplacer dans le continent, allant et traînant dans son sillage ministres, hommes d'affaires, société civile. Laissez-moi terminer. Je voulais terminer, mais c'est pas ce que je voulais dire. J'ai pas voulu vous interrompre au moment où vous le disiez. Je voulais pas vous interrompre. Je suis désolé, quand on dit que vous voulez corriger une erreur, corriger exactement ce que j'ai dit. Vous allez le reprendre. J'ai dit dans le cadre bilatéral, aucun ministre n'a effectué de déplacement. Et on peut le vérifier. On l'a entendu. Laissez-le terminer, vous réagirez après. Donc il y a un suivi sectoriel et récemment encore, on a vu des rencontres hommes d'affaires africains, hommes d'affaires subsahariens et hommes d'affaires marocains. On a eu des échanges. Donc peut-être qu'elle est insuffisante, sans doute, c'est certain. Mais le dire comme ça, c'est un peu injuste. Donc il fallait remettre ça en place. Maintenant, nous avons des problèmes. Quand on va arriver peut-être à parler de la CEDEAO, on va le voir plus clairement. Il y a encore des réticences de part et d'autre. Il y a des compréhensions, mais il y a aussi des incompréhensions qu'il va falloir rectifier au fur et à mesure qu'elles se présentent. Je crois que le Maroc a fait preuve d'une très bonne patience quand la CEDEAO a dit « bon, on veut mûrir la réflexion ». J'y reviendrai tout à l'heure. Et donc, il y a du travail à faire. Je l'ai dit au début, ça ne change pas du jour au lendemain. Il y a des mentalités, des esprits, et des liens à établir, à consolider, à mûrir. Tout ça est un travail qui demande du temps. Maintenant, bon, évidemment, il y a de la communauté africaine au Maroc qui vit ici, soit de façon régulière, soit de façon irrégulière, et ça pose parfois des problèmes. Et ça, il va falloir qu'on soit très vigilant. Il faut qu'on soit très vigilant sur ce point, que ce soit bon. On a vu, pour dire les choses en leur nom, les incidents de Casablanca. Je crois que les services de l'ordre ont fait un travail de maintien de l'ordre public, maintien de l'ordre public, avec beaucoup de retenue. Ils ont essayé de s'interposer entre j'allais dire les belligérants, mais je trouve le terme un peu fort, mais entre les antagonistes de ces bagarres. C'est normal que ça arrive
ce que j'ai dit une fois quand il y a eu les événements de Tanger, c'est parfois la confrontation de deux misères. Celle de certaines couches sociales marocaines et celle... Je ne dirais pas misère, je dirais différence culturelle peut-être, ou différence d'approche, mais pas misère. Je ne pense pas que ce soit le cas. Les bagarres se font parfois sur les places de l'Afrachette. Donc il faut qu'on soit très vigilant là-dessus. Le Maroc a engagé une politique très volontaire sur la régularisation des migrés africains qui viennent souvent pour passer de l'autre côté de la rive méditerranéenne, mais qui, à faute de mieux, s'installent ici. Et donc tout ça, c'est à gérer avec énormément de souplesse, énormément de prudence et beaucoup de tact. Donc, finalement, on va dire que vous allez réagir tout à l'heure à Abdel Bentehan juste après la pause. Nous prenons quelques instants de pause et nous vous retrouvons juste après. Bonsoir mesdames, messieurs. Nous reprenons notre émission Le Débrief. En actualité nationale, une rétrospective des événements diplomatiques de l'année diplomatique 2017 et en actualité internationale, que nous traiterons dans quelques minutes, un retour sur la défaite annoncée de l'État islamique, de l'organisation terroriste dite État islamique et les perspectives de la lutte antiterroriste. Avec nous pour en discuter, aujourd'hui, pour ceux qui nous rejoignent, Hicham Hafid, enseignant-chercheur à l'Institut des études africaines, spécialiste en questions économiques africaines, Abdelatif Bentehan, diplomate et ancien directeur ancien directeur Afrique au ministère des Affaires étrangères, excusez-moi, et Naïm Kamal, directeur fondateur du site quid.ma. Juste avant la pause, une gentille polémique a opposé, une gentille joute verbale, on va dire, a opposé Abdel Bentehan et Naïm Kamal sur la présence ou non des officiels marocains, sur la présence ou non de l'entreprise. Il est vrai que l'entreprise marocaine est assez présente en Afrique subsaharienne. Et il est vrai aussi que les officiels marocains, je ne parle pas du chef de l'État, du roi Mohamed VI, qui lui est le chef de l'État, donc qui part et qui ouvre les voies, mais pour les ministres, c'est en train de venir. D'ailleurs, hier et aujourd'hui, il y avait une réunion entre une délégation nigérienne et leur homologue marocain. Hicham Hafid, justement, quand on parle de ça, comment peut-on définir le poids réel du Maroc en Afrique en termes de développement et de co-développement? Et j'en arrive à vous, Abdel Bentehan, ne vous en faites pas. Important. Alors, quel est le poids réel du Maroc en matière de développement et de co-développement? Comment on peut... D'accord. Donc, pour mesurer le poids réel de l'économie marocaine ou la présence de l'économie marocaine ou du Maroc en Afrique subsaharienne, donc je pense que la raison principale ne réside pas dans l'objectif que le Maroc espère de devenir une puissance économique ou un acteur d'influence sur les décisions politiques au sein de l'Union africaine et ainsi de suite, plutôt que la raison réside dans un cadre de vision développementiste. Vision développementiste qui consiste à avoir un partenariat stratégique continental en passant par, vous l'avez souligné tout à l'heure, en passant par un partenariat qui a été établi depuis les années 60, un partenariat qui avait pour objectif un panafricanisme de libération, ainsi de suite, un partenariat de bilatéralisme qui s'est établi jusqu'en 2016. Renforcement des relations bilatérales entre le Maroc et l'Afrique, surtout l'Afrique francophone. On voit que si on regarde les statistiques fournies par les instances locales et internationales, on s'aperçoit que plus de 85% des exportations marocaines vont vers l'Afrique francophone. Et plus de 87% également des investissements des étudiants marocains se trouvent en Afrique francophone. Et après le retour du Maroc à l'Union africaine en 2017, on constate un changement du paradigme de partenariat. On passe d'un partenariat bilatéral à un partenariat multilatéral. Et on le voit également qui s'est concrétisé par les visites royales en Afrique de l'Est, c'est l'Afrique anglophone, tout en surmontant les obstacles linguistiques et géographiques. Et aujourd'hui, il espère avoir un partenariat stratégique continental, plus que multilatéral, à travers le dépôt de son adhésion, de sa demande d'adhésion à la CEDEAO, et peut-être voir une connectivité entre l'Afrique francophone et l'Afrique anglophone, d'un côté. De l'autre côté, cette vision également se matérialise par le poids, le rôle et la nature et le rôle joués par les investissements directs étrangers en Afrique de l'Ouest et également en Afrique francophone et en Afrique anglophone. Et on le voit ces dernières années, ces investissements changent
c'est à deux niveaux, à l'échelle horizontale et verticale. Il change d'une région à l'autre, il change d'un pays à l'autre, en fonction de ses spécificités culturelles, en fonction également de ses spécificités naturelles, humaines, et aux attentes, il répond aux attentes de la population, que ce soit francophone ou anglophone. Comme en témoigne la nature des investissements qui avait pour objectif de mettre en place une plateforme industrielle pour la production des engrais en Éthiopie, parce que c'est une population, si on regarde l'état de performance, l'état de l'économie, de santé économique de l'Afrique de l'Ouest, c'est une région dépourvue des ressources naturelles, mais à une population, une puissance. Certains pays de l'Afrique de l'Ouest, comme l'Éthiopie, c'est une puissance démographique qui atteint plus de 100 millions d'habitants, mais ils ont des problèmes en termes de la sécurité alimentaire et ainsi de suite, de la rentabilité de la production agricole. C'est dans ce sens que les investissements marocains en Afrique de l'Est, en Afrique anglophone, diffèrent d'une région à une autre et d'un pays à une autre en fonction des spécificités. Notre exemple, c'est le projet du gazoduc au Nigeria. Donc, on constate que les pays de l'Afrique de l'Est souffrent des problèmes d'électrification. Donc, c'est un projet. On va y arriver. Si vous voulez, en parlant de la CEDEAO, vous vouliez faire apporter une précision. Rapidement, pas pour prolonger la polémique. Il n'y a pas de polémique avec Non, il n'y a pas de polémique. Avec il y a un échange, on va dire. Je n'ai pas parlé. Il est vrai que quand ça marche, je ne sais pas qu'ils sont obligés d'y aller, les ministres. D'accord. J'ai parlé une fois la mission royale est terminée. Moi, je surveille, j'ai regardé ça. Et je vais vous le dire, plus que ça, les chefs d'État me l'ont dit. Ils m'ont dit, vous savez, les entreprises, il n'y a aucun problème. Mais nous voulons la garantie de l'État. Et quelle est la garantie de l'État? C'est les accords que nous signons. C'est les accords que nous signons et qui ne dépassent pas l'avenue Franklin Roosevelt, c'est-à-dire au ministère des Affaires étrangères. Je voudrais bien savoir si à la CGM, ils ont un fonds documentaire où il y a tous les accords. Les accords, on les signe pour qui? Si on les signe pour... Vous ne pouvez pas les Attendez, c'est Kamal, attendez, laissez-moi terminer. On ne les signe pas pour les garder, on les signe pour cela. Et les ministres, moi je vous dis, les ministres, moi j'étais directeur, et j'ai demandé à des ministres de se rendre en Afrique dans le cadre bilatéral, que je m'entende bien, dans le cadre bilatéral, ils me disent, notre programme il est chargé. D'accord, le lendemain, on lui renvoie pour aller en Suède, il est le premier à partir. Et c'est ça que je n'ai pas aimé. Et même les invités. Maintenant, s'il y a quelque chose à corriger, à l'Union africaine, ce n'est pas une réintégration, c'est une intégration. On avait bien compris. Alors, nous allons question de lecture. Nous faisons une rétrospective 2017. Nous faisons une rétrospective 2017, mais nous allons aussi parler. Des Algériennes, que c'est une intégration et non pas un retour. Nous allons parler de la CEDEAO. Alors, on sait tous que juste après, dans la foulée de l'adhésion du Maroc à l'Union africaine, la demande a été faite, à la surprise générale d'ailleurs, pour l'adhésion à la CEDEAO. Et quelques mois après, en juin, très exactement, le 4, si je me souviens bien, un accord de principe avait été donné au Maroc et il était question que l'adhésion soit formellement acceptée lors du 52e sommet de Abuja au Nigeria, le 16 décembre. Cela ne s'est pas fait. Entre-temps, une étude d'impact avait été réalisée et soumise aux 15 chefs d'État africains pour étude. On parle de certaines résistances qui pourraient y avoir de la part de la classe entrepreneuriale, au niveau de certaines inquiétudes sur l'industrie, de certaines inquiétudes sur l'agriculture, la forte agriculture, le secteur agricole, toutes choses étant perfectibles par ailleurs, le secteur agricole fort au Maroc, on parle de certaines craintes, de certaines réticences qui pourraient y avoir. Comment vous pouvez expliquer ça, Hicham Hafid, vous qui connaissez bien la situation? Mais écoutez, au niveau de... Est-ce qu'il y a raison? Est-ce que ces craintes sont justifiées? Non, absolument pas. Pourquoi? Parce que si nous regardons les conclusions du rapport dans sa globalité, il est favorable à l'adhésion du Maroc à la CEDEAO, d'un point de vue économique. Je parle d'un point de vue économique. Pourquoi? Parce qu'il a mis l'accent sur plusieurs critères, de plusieurs volets, notamment la convergence macroéconomique, et que le Maroc a répondu à 4 critères parmi les 6 d'évaluation. Donc, il a répondu positivement à ces critères. Donc, il n'y a pas... Et dans ces conclusions, les auteurs, les experts ou les auteurs de ce document avance l'idée selon laquelle que le Maroc respecte l'état actuel respecte ces critères macroéconomiques et respecterait les critères économiques lors de son adhésion définitive à la CEDEAO. 1. 2.
au niveau de la politique commerciale. La politique commerciale a posé... Donc là où il y a certaines anomalies, certaines réticences par rapport à la politique commerciale du Maroc et sa conformité avec les politiques commerciales de la CEDEAO, notamment le schéma de libération du commerce, des échanges commerciaux et le taux extérieur commun. Donc il va falloir que le Maroc rendre conforme sa politique commerciale par rapport aux réformes politiques commerciales de la CEDEAO. Troisième point, le rapport a salué le rôle joué par la dynamique des échanges commerciaux au sein de la CEDEAO en vue de faire émerger ce qu'on appelle les chaînes de valeur régionales, tout ce qui est commerce et ainsi de suite. Et le volet investissement. Il a également salué, reconnu le rôle joué par les banques marocaines ainsi de suite dans plusieurs domaines différents. Concernant le secteur agricole, peut-être le rapport a mis en place peut-être il y a des omissions dans ce rapport, il y a des réticences je ne sais pas si les omissions sont volontaires ou involontaires, parce qu'il a mis l'accent sur le développement humain, par exemple. Effectivement, parce qu'il a mis l'accent sur le secteur agricole marocain comme étant une puissance agricole, alors que la puissance agricole se trouve en Afrique de l'Ouest. Donc si on regarde le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Nigeria participent à plus de 60% de la production mondiale en termes de la production de cacao. En plus, le Ghana et la Côte d'Ivoire produisent plus de 2 tiers de la production africaine en termes de café. Donc les puissances sont là. Les ressources naturelles sont là, mais malheureusement, la productivité agricole qui est faible. Donc le Maroc peut-être, en termes de partage de connaissances et d'expertise, de savoir-faire, pourra contribuer à l'amélioration du secteur agricole ouest-africain à travers l'émergence de certaines chaînes de valeur régionales. Et juste une autre phrase, c'est que si on regarde de plus près les recommandations du rapport, si on regarde le marché agricole du Maroc, il est moins protectionniste du marché agricole. Donc les 3% des barrières tarifaires sur les produits agricoles en provenance de l'Afrique de l'Ouest, alors que le marché ouest-africain est plus protectionniste, 10%, 3 fois plus que les tarifs douaniers du Maroc. Et que le marché des produits laitiers, il a été souligné dans le rapport, le marché des produits laitiers et de viande ou des animaux vivants pourra être une opportunité considérable pour les pays de l'Afrique de l'Ouest en termes d'exportation des produits laitiers. Le Maroc importe plus de 263 millions de produits laitiers du monde et que uniquement 130 000 $ de produits laitiers qui sont importés de l'Afrique de l'Ouest. Peut-être l'adhésion du Maroc va être une opportunité à l'ouverture des marchés ouest-africains en termes de produits d'exportation. Donc il n'y a pas que l'argent et les chiffres qui comptent, il y a aussi la composante humaine. Effectivement, composante humaine. En trouvant des synergies entre les différents secteurs agricoles, on peut développer... Effectivement. Et si on regarde un autre indicateur de la sécurité alimentaire, la région, malgré l'abondance des ressources naturelles, et j'en passe, l'indice de la sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest dépasse les 26% de la population totale. 358%, 26% souffrent de l'insécurité alimentaire. C'est la deuxième région après l'Afrique de l'Est. Malgré l'importance. Donc, je pense que cette vocation sociale et humaine pourra apporter une valeur ajoutée au secteur agricole ouest-africain. Alors ça, c'est d'un point de vue économique. D'un point de vue politique, est-ce que les classes politiques de la CEDEAO auraient quelques réticences, auraient quelques raisons à avoir des réticences à l'adhésion du Maroc à la CEDEAO? Écoutez, normalement, ils n'ont aucune raison d'avoir des réticences à ce que le Maroc intègre. Je voudrais dire, puisqu'on est dans une émission d'information, dans le traité constitutif de la CEDEAO, il n'y a aucun article qui prévoit l'adhésion d'un autre membre. Donc ça sera quelque chose d'inédit. Deuxièmement, lorsque le Maroc... Le statut, ça change. C'est ce que j'ai dit. Mais alors aujourd'hui, on sort un rapport, on reporte et tout ça. Tout ça, je ne sais pas comment le qualifier, et je ne voudrais pas le qualifier. Deuxièmement... C'est-à-dire la conférence des chefs d'État et de gouvernement est souveraine. Alors attendez, je crois qu'ici, toujours encore en matière de pédagogie, il faut découpler le politique et l'économique. Le politique, il n'y a aucun problème, ils ont applaudi au sommet de Monrovia, le Maroc le bienvenu, le Maroc est un modèle, le Maroc peut aider, le Maroc peut faire, il n'y a aucun problème. Et après, il y a l'économique. Et l'économique, lorsqu'il y a des gens qui disent « Ah, mais le Sénégal est contre nous ». Non, le Sénégal n'est pas contre toi. Politiquement, Macky Sall, il a fait des déclarations extraordinaires pour le Maroc. Je les ai vues.
apporter leur soutien aux Nations Unies, à l'Union africaine. Il en est de même pour d'autres chefs d'État. Mais l'économique, là, c'est autre chose. Et là, on manque de pédagogie. Et là, il n'y a pas eu assez de... Enfin, la presse, les ministères concernés n'ont pas assez communiqué sur cela. Mais il n'y a aucune crainte. Lorsque le Maroc négociait avec l'Union européenne l'ouverture des frontières et des droits de douane, mais il fallait voir le soulèvement des fédérations et des hommes d'affaires marocains. Mais ils n'en voulaient pas. Alors, Ils n'en voulaient pas. Mais à ce moment-là, et le GATT étant dedans, là aussi, ils n'ont pas à dire quoi que ce soit. Ils sont tous signataires du GATT. Et ce qu'ils disent est contradictoire. Donc vous parlez de pédagogie, et donc finalement, il doit y avoir une synergie ou une passerelle qui soit faite entre la composante économique et la composante politique. Oui. Et quand vous parlez de pédagogie, vous parlez aussi, c'est une certaine manière de forme de communication externe, d'information interne. Naïm Kamal, qu'est-ce que vous pensez, comment vous voyez l'action qui pourrait être faite au niveau de cette communication, en plus de la précision que vous vouliez apporter, puisque vous me faisiez signe? Non, c'est juste un complément. Depuis que le Maroc a fait part de sa volonté d'intégrer la CEDEAO, on a vu une levée de boucliers dont certaines ne sont pas innocents. Ils sont manipulés. On a vu des universitaires sortir du bois. On a vu des patronats ou des partis du patronat dire la concurrence n'étant pas égale, on risque de perdre. D'après vous, ce n'est pas tout à fait spontané? Non, pas tout à fait. Non, pas tout à fait. On sait. Et pourquoi? On sait. Mais on imagine. Depuis que le Maroc a fait... Je ne sais pas si vous suivez la presse algérienne quotidiennement. Je la suis. Vous la suivez. Alors, oui. Depuis que le Maroc a fait part de sa volonté d'intégrer la CEDEAO, il n'y a pas un jour sans que dans la presse algérienne, il y ait d'articles contre cette adhésion, à trouver, à motiver, à justifier le rejet et on imagine qu'en parallèle, il y a bien d'autres circuits, bien d'autres réseaux qui s'activent. Je vais juste vous citer un exemple très simple. C'est celui, et vous allez voir, pour la première fois qu'un journal algérien comme celui, c'est un site qui est Algérie patriotique, qui appartient au général à la retraite Khalid Nzar, trouve des qualités au Maroc. Mais alors, c'est vraiment pour un bien pour un mal. Alors, il dit que Macky Sall, il fait dire à Macky Sall, président sénégalais. C'est le président sénégalais, que l'arrivée du Maroc au sein de la CEDEAO sera une catastrophe pour les économies de l'Afrique de l'Ouest. Et on essaie après qu'il aura des conséquences négatives, que la CEDEAO, et ça c'est vraiment du mépris pour ces pays qui disposent d'une élite certaine et très bien formée. CEDEAO manque de compétences pour négocier ces accords alors que le Maroc a les meilleurs experts dans les négociations commerciales et économiques. Pour une fois, ils trouvent des qualités aux Marocains, les Algériens. Alors, par la même occasion, ils disent pourrait générer des relations déséquilibrées. Et là, alors finalement, on va dire, et là on va trouver toutes les raisons pour lesquelles les Algériens refusent d'ouvrir les frontières avec le Maroc. Alors ils disent que, toujours en faisant dire à des Sénégalais, à des Ivoiriens, que le Maroc, avec la compétitivité de ses marchandises, leur qualité, qui n'est pas comparable à celle des pays de la CEDEAO, ce qui reste à prouver, viendra inonder le marché sénégalais avec ses produits et aucun secteur ne sera épargné. L'agriculture au sens large, l'industrie, l'artisanat, le commerce, les services, ainsi que les bâtiments et travaux publics seront touchés. Donc, pour une fois, un journal algérien de cette acabit trouve des qualités au Maroc. Ça leur arrive souvent en ce moment, d'ailleurs. Donc, vous voyez qu'on est en présence d'une campagne pernicieuse, comme on a l'habitude, pour essayer de faire peur, d'ameuter les hommes d'affaires aux Marocains, au Maroc, d'aller contrer pour
assurer, rassurer. D'où l'effort pédagogique dont parlait Abdelatif Bentehan, d'où la communication externe et l'information et la formation aussi qu'il faut faire. D'où les ministres doivent aller expliquer à ces pays, les ministres marocains doivent aller... Les ministres, les enseignants, la société civile, les médias, surtout les ministres, c'est la garantie de l'État. Les ministres doivent aller expliquer exactement, il n'y a aucune crainte. On peut mettre, pendant les négociations, on peut mettre des barrières, il n'y a aucun problème. Le Maroc est un modèle, il peut apporter énormément, il peut faire évoluer ce qu'il a déjà sur place, en matière de banque, en matière d'assurance, en matière de beaucoup de choses, et notamment en matière d'énergie, comme a parlé mon camarade tout à l'heure. Très important, l'énergie. Il y a un déficit chronique. Alors, il y a un déficit chronique. Et ce n'est pas avec le photovoltaïque. Le temps nous presse. Une toute petite précision pour finir sur cette rétrospective diplomatique 2017, pour passer à notre deuxième thème. Vous voulez apporter une précision? Je pense qu'une stratégie de communication nationale vis-à-vis des pays africains, ça va être très intéressant. Pourquoi? Parce que nos diplomates, nos enseignants, les médias également, quand ils discutent avec les pays africains, ils aborde l'offre exportable. Il n'y a pas que l'offre exportable, il n'y a pas que l'approche économique et financière qui prime en Afrique. Il y a aussi l'aspect développement humain, l'aspect développement humain qui vient en complément avec cette approche économique et financière. Très bien. Donc ça, c'est pour le Maroc en Afrique, l'Afrique au Maroc. Mais comme transition pour le deuxième thème, l'Afrique est aussi menacée par cette nébuleuse terroriste qui est en train de s'internationaliser, qui s'est déjà internationalisée. Je parle bien entendu de l'organisation dite État islamique, dont on a annoncé la fin et la défaite militaire il y a quelques semaines en Irak et en Syrie. Seulement, on sait que depuis le début de l'offensive de la coalition internationale en 2014, là, l'organisation a changé de stratégie en allant attaquer les pays arabes et les pays européens, en général occidentaux, directement sur leur territoire. Aujourd'hui, sur le front militaire que Daesh semble effectivement défait, Naïm Kamel, est-ce qu'on peut penser que les pays pourvoyeurs de combattants, c'est-à-dire les pays arabes du nord de l'Afrique et les pays occidentaux, peuvent être exposés à des attaques encore plus virulentes? Quel est ce risque, sachant que, je termine ma question, je précise ma question, qu'il y a deux types de risques: les retours des combattants qui sont en Mésopotamie sur le front, et ceux qui voulaient partir et qui n'ont pas pu partir et qui ne pourront plus partir parce qu'il ne se passe plus rien maintenant, vu que l'État islamique a été défait. Oui, ce n'est pas la première fois que ça arrive. On a vécu ça avec l'Afghanistan, ce qui nous avait donné 2003, le 16 mai 2003. Hein, ce n'est pas un fait nouveau. Mais il faut dire qu'entre 2003 et 2017, il y a une énorme différence, c'est que le Maroc a appris depuis à mieux maîtriser la nébuleuse islamiste, ses connexions. Il a identifié et il a infiltré également les réseaux islamistes, et il a une idée assez précise. On sait qu'aujourd'hui, c'est entre 1600 et 2000. Les Algériens disent que c'est 2000, les Marocains disent que c'est 1643 qui doivent revenir. Est-ce qu'ils vont tous revenir au Maroc? Parce qu'il y a aussi la possibilité, on compte aujourd'hui 6000 djihadistes africains dans les rangs de Daesh, et qui a de forts risques ou de fortes chances, ça dépend comment on prend les choses, pour qu'ils reviennent vers le Sahel, pour qu'ils soient reversés dans les conflits qui secouent les pays du Sahel, tout ça. Mais généralement, je crois que c'est des trucs qui sont assez maîtrisés. Le Maroc est préparé, le risque zéro n'existe pas. Mais pas de quoi vraiment menacer la stabilité du Maroc. Abdelatif Bentehan, encore une fois, vous connaissez bien la région sahélienne. Est-ce qu'il faut prendre au sérieux le fait que ces combattants peuvent venir par le sud, sachant que par le nord, ce sera plus compliqué, sachant aussi que... Je suis aussi et surtout d'accord avec ce que vient de dire mon ami Kamel. C'est parfait. Donc, oui, non, vous pouvez être d'accord aussi. Il a bien expliqué. Effectivement, moi je félicite nos services, qu'ils soient internes ou externes, qui ont su gérer ça depuis la guerre de l'Afghanistan. Ils la gèrent très, très, très bien. Je les félicite. Les résultats sont là. Maintenant, oui, c'est vrai, il y a un ventre mou au sud.
Et ça vient de la Libye, vous avez tout un parallèle, de la Libye jusqu'à Tindouf. L'ancienne piste Gaddafi. Exactement. Et à Tindouf, moi je l'avais dit à des diplomates il y a longtemps, que Tindouf est une base arrière de terrorisme. Et lorsqu'il y a eu des cas au nord du Mali, il y avait des Polisariens. Quand un ministre, donc, je dirais, africain subsaharien, a dit oui, il a fait même une déclaration, bon, je ne vais pas le citer, il a fait une déclaration en disant que le Polisario, il y avait des gens. Son homologue, entre guillemets, du Polisario, elle lui a dit non, il n'y avait que 4. Il fait 4 ou 14, pour moi c'est la même chose. Vous étiez présents. Donc vous êtes des terroristes. Voilà. De ce côté-là, il faut que chaque pays du champ prenne ses responsabilités. Et pour cela, regardez le parallèle, et le pays le plus important, que tout le monde connaît, que tout le monde sait, mais ils ne veulent pas parler, notamment la France, les États-Unis, c'est l'Algérie. Je pèse mes mots, c'est l'Algérie. Ce n'est pas qu'ils ne contrôlent pas. Ils contrôlent très très bien. Tout à fait, nos responsables sécuritaires, justement, ont abondé dans ce sens. Ils laissent faire. En appelant à plusieurs reprises à une coordination, une coopération sécuritaire avec l'Algérie, malheureusement, ce n'est pas le cas. Et nos services savent très très bien tout ce qui se passe là-bas, dans toute cette région, depuis le Nil jusqu'à l'Atlantique. Ils le savent très 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 bien. Et Dieu merci, comme a dit Si Kamal, je crois pour que ces gens-là viennent et tout ça, c'est un peu difficile. Mais alors, un dernier mot, Naïm Kamal, justement. Quelle serait, selon vous, la meilleure approche sécuritaire pour ceux qui arrivent? C'est d'abord de les regrouper. J'imagine qu'il y en a qui sont déjà retournés. Il y en a eu 400 et qui ont été pris en charge. Il va falloir, selon les cas, ils n'ont pas commis de crimes au Maroc. Est-ce qu'on peut les poursuivre parce qu'ils ont été ailleurs? Je crois qu'il y a une loi qui a été faite dans ce sens, qu'il va falloir qu'ils payent pour cet engagement. En même temps, il va falloir un peu essayer, on est mieux placé que les Français, que les Anglais, que les Européens en général, pour la déradicalisation. C'est-à-dire qu'on peut les dissoudre dans ce qui existe déjà. Donc, il y a des gens il ne faut pas les prendre, ces djihadistes, comme tous des fanatiques. Je crois qu'il y en a que l'expérience de la Syrie et de l'Irak les a vraiment dégoûtés. Donc, il va falloir faire beaucoup de différences et de nuances. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous pour la rétrospective diplomatique 2017 et pour les perspectives de la lutte antiterroriste 2018. Notre émission arrive à sa fin. Nous vous remercions d'avoir été avec nous et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission, une autre édition du débrief. Dans l'attente, meilleurs vœux pour la nouvelle année 2018. Merci.